Notre invité politique ce soir, Alexis Corbière, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Pour vous interroger ce soir, bien sûr, Gilles Bornstein, mais aussi notre observateur citoyen. Ce soir, c'est René Coste. Bonsoir René, vous êtes un habitué de l'émission. Je rappelle que vous êtes retraité à Berlétan, dans les Bouches-du-Rhône. Bonsoir Alexis Corbière. Bonsoir. On va commencer par parler du pouvoir d'achat. Le gouvernement prétend que les 10% de Français les moins riches ont vu leur pouvoir d'achat progresser de 4% depuis le début du quinquennat. Est-ce que vous faites les mêmes calculs ? Non, demain il y aura une journée d'action à l'appel des organisations syndicales, notamment sur les problèmes de dégradation du pouvoir d'achat. Vous savez, les prix augmentent, vous l'avez vu, on a beaucoup parlé du gaz, de l'énergie, des augmentations significatives. En l'espace de 10 ans, c'est près de 60 à 80% pour ce qui est de gaz et électricité qui ont augmenté. On a aujourd'hui 10 à 11 millions de gens qui vivent sous le seuil de pauvreté. On pourrait continuer les chiffres, on a une dégradation. Mais vous dites que le pouvoir d'achat se dégrade, donc Bercy ment. Je dis que, objectivement, c'est toujours pareil, si on prend les chiffres tels qu'ils nous sont présentés aujourd'hui, on est passé 9 millions de gens vivaient sous le seuil de pauvreté en 2017 lorsque M. Macron a été élu. Aujourd'hui, on estime à environ 11 millions de gens qui sont dans cette situation. On a de plus une accumulation de richesses particulièrement inégalitaire qui s'est produite durant... Non, mais c'est important. Bien sûr. Parce qu'à partir de là, pour ce qui est des milieux populaires, je considère qu'il y a des augmentations dernièrement de prix, y compris de denrées élémentaires, qui sont problématiques, qui amènent à poser des difficultés. Moi, je suis un élu de ces quartiers-là, qui doit nous amener plutôt qu'à fanfaronner, comme le fait le gouvernement en période électorale, avec des chiffres qui n'ont pas d'application concrète telle que moi je le vois, de considérer qu'il y a une urgence, par contre, à dire qu'il faut bloquer l'augmentation de l'énergie et non pas la bloquer après la hausse, comme l'a proposé M. Castex, mettre en place une loi d'urgence, comme nous l'avons proposé, ce qui est, là je répète ce que nous portons dans ce débat, et Jean-Luc Mélenchon l'a dit, je crois, sur votre antenne ou dans d'autres émissions, notamment qu'il y ait 5 fruits. Sur notre antenne, il vient pas beaucoup. Si, il est venu sur France 2, c'est votre groupe, non, France 2 ? C'est vrai. Merci, il était il y a 2 jours, donc c'est pas mal. Vous voyez, et de pouvoir poser éventuellement cette obligation que notamment les enfants, puis les milieux populaires puissent bénéficier de 5 fruits. Vous voyez, vous m'avez déconcentré. Et puis, parce qu'on a une situation où on a quand même beaucoup de gens, c'est des éléments aussi, écoutez ce que nous disent des associations, qui ont des difficultés. Un Français sur 5, je crois, a un problème et se pose la question de faire un repas en moins par jour en fonction de ses conditions de vie. Bref, on peut pas s'acclimater, me semble-t-il, avec une situation de cassure de plus en plus profonde dans le pays. Donc la question sociale, elle est là. À la fois, j'affirme, par rapport aux conditions de vie difficiles pour beaucoup de nos concitoyens, et puis, à partir de là aussi, de quelque chose, quand on est républicain, on doit avoir une vision d'ensemble, du fait qu'il y a aussi toute une série de gens, vous savez, les 500 familles les plus riches en France, lorsqu'Emmanuel Macron, je prends à nouveau ce chiffre, a été élu en 2017, avait une fortune de 570 milliards, aujourd'hui qui a quasiment doublé, donc on est dans une situation, 570 millions, pardon, qui est aujourd'hui profitable pour une minorité de gens et en difficulté pour la majorité de nos concitoyens. Bref, vous parliez de la hausse des le prix. partage des richesses, bloquer les prix, empêcher qu'on ait des effets de système, notamment en raison, bien souvent, du fait qu'il y a une volonté pour certains groupes, je pense à des groupes d'énergie, où ce qui était la France, on avait un monopole public qui nous permettait de contrôler les prix, on a abandonné ça. Par exemple, si on voulait faire en sorte que les 3 millions de foyers qui se chauffent au gaz... Non, je termine là-dessus. Il va falloir qu'on puisse vous poser je suis venu pour parler, d'accord, oui, mais les 3 millions de foyers qui se chauffent au gaz, qui ont vu une augmentation de 500 € par an du prix du gaz, par exemple, si on prenait ne serait-ce que 10% des bénéfices qui ont été réalisés en raison, aujourd'hui, vous savez, la libéralisation des prix, il y a des bénéfices qui sont réalisés notamment par les groupes qui distribuent le gaz. Si on prenait seulement 10%, on pourrait rembourser à ces 3 millions de foyers ces 500 € d'augmentation par an. Mais à court terme, il faut bien prendre des mesures, et il y a quand même des mesures qui ont été prises. Le chèque énergie, par exemple. Ouais. Une augmentation de 150 à 500 € par mois. Il est de combien le chèque énergie, madame? Mais ça, par exemple, il est de combien le chèque énergie? Ça, par exemple, 100 €, c'est 100 € le chèque D'accord, pour qui? Est-ce que vous savez qu'un smicard ne peut même pas bénéficier du chèque énergie? Défavorisés. D'accord. En Seine-Saint-Denis, qui est un département pauvre. Oui. D'accord. Beaucoup de personnes, j'imagine, vont le toucher, le chèque énergie. Non, mais ça s'appelle donne-moi ta montre et je te dirai l'heure. C'est-à-dire les gens on augmente la facture de 500 € par an dans certaines énergies. Donc c'est insuffisant. Là, on parle de ce qui se passe à court terme. Oui. À court terme, c'est une mesure qui est bien accueillie, j'imagine. Mais j'entends bien. S'il s'agit d'aider des gens, c'est 100 € de plus sur ce qui existait déjà. Oui. Mais par rapport à l'augmentation, ça ne fait pas le compte. Et deuxièmement, avouez que c'est paradoxal que l'on donne de l'argent pour payer une facture qui permet à des groupes de réaliser des profits. Peut-être qu'on pourrait éviter qu'il y ait un financement public de ces profits dont je vous parlais. Ne serait-ce que 10%. Et après, moi, je prends les 100 € pour les familles les plus défavorisées. Mais j'ai bien compris, vous vous en doutez. Seulement, je propose plutôt qu'on dépense de l'argent public qui nous est si précieux
à aider des familles éventuellement à payer des factures qui ne cessent d'augmenter, peut-être qu'on réfléchisse à ce que cette libéralisation, notamment des entreprises qui fournissent de l'énergie, qui devaient fournir que des vertus positives, a fait pour conséquence, que je disais tout à l'heure, vous l'avez noté, vous avez trouvé que je parlais trop, mais 60%, c'est choquant. C'est choquant. Vous l'avez dit il y a 2 minutes, on s'en souvient. C'est à ça qu'il faudrait s'en prendre. Vous savez, avant, quand il y avait des monopoles publics d'énergie, l'électricité, elle fonctionnait. Ben non. Merci. Pour Xavier, mais je vous en prie, Alexis Corbière. Pour Xavier Bertrand, tous les salariés qui travaillent à temps plein doivent toucher au moins 1 500 € net. C'est ce qu'il a proposé ce matin sur notre antenne, sur France Info, donc de créer une prime au travail qui remplacerait la prime d'activité. C'est plus, si je ne m'abuse, que ce que vous proposez, vous, puisque je crois que Jean-Luc Mélenchon propose un SMIC à 1 400 €. Il est devenu l'ami des classes populaires, hein, Xavier Bertrand ? Je vais vous demander de commenter ce que dit Xavier Bertrand. Est-ce qu'il est pour l'augmentation du SMIC ? Qu'est-ce que c'est qu'il propose exactement ? Il propose que il propose par l'instauration de ce qu'il appelle une prime d'emploi qui remplace la prime d'activité, aucun salarié à temps plein ne gagne moins que 1 500 €. S'il est pour l'augmentation des salaires et de plus en plus de voix, mais c'est pas ça qu'il propose, hein. C'est une astuce une fois de plus ou par des financements publics, j'imagine qu'on va aider des groupes qui font des profits à augmenter les salaires, ce qui est quand même un peu fort de café. C'est un peu la même proposition que tout à l'heure. Non, mais je suis pas là pour commenter ce que dit Xavier Bertrand. S'il se retrouve à mes côtés, pourquoi pas demain, à manifester vis-à-vis du fait que dans ce pays, il faudrait en finir avec le gel du point d'indice pour les fonctionnaires, il faudrait augmenter les salaires aujourd'hui, il faudrait réfléchir à ce que, là aussi, je l'ai dit tout à l'heure, le fait qu'il y a toute une série de gens qui ont profité dernièrement de la crise, qui ont vu leurs bénéfices, leur fortune personnelle augmenter, des grands groupes du CAC 40 qui ont vu leurs bénéfices augmenter, et qu'il faudrait tout simplement, non pas de faire des choses ultra, mais revenir à des choses simples, hein, un autre partage des richesses, des résolutions fiscales qui sont un peu plus justes, rétablir pourquoi pas l'ISF pour ceux qui ont des fortunes qui ont augmenté. Tout de même, je vous disais tout à l'heure, les 500 fortunes les plus importantes de France qui ont vu leur fortune doubler en 4 ans. On va essayer d'avancer. Mais travaillons là-dessus, ça me semble plus efficace que de commenter ce que dit monsieur Xavier Bertrand, qui ne se situe pas sur ce terrain-là, me semble-t-il. Mais tant mieux s'il est pour augmenter les salaires. C'est au cœur, ça doit être au cœur du débat. Je préfère que Xavier Bertrand nous parle de ça, plutôt qu'on vienne nous amener des sujets de diversion. La question sociale, elle est au cœur, indiscutablement. Mais elle est au cœur, prenons-la sérieusement, non pas par des mesures de financement public. Le fait que tout le monde s'en empare, vous dites, quand vous parlez de sujets de diversion, c'est les sujets concernant l'islam, donc vous estimez toujours que ce sont des sujets de diversion. C'est vrai qu'en ce moment, tout le monde parle de la question sociale et de la question du pouvoir d'achat. Est-ce que vous trouvez que c'est bien pour le débat public ? Tout le monde en parle, y compris la majorité, y compris les Républicains, tout le monde. On verra s'ils en parlent. Vous savez, quand le gouvernement met en place la réforme de l'assurance chômage, qui signifie concrètement que vous avez 1,15 million de chômeurs qui voient leur indemnité baisser pour réaliser 2,3 milliards d'économies sur le dos de l'assurance chômage, ils ont une drôle de façon de parler de la question sociale. Mais là où je vous donne le point, si je puis dire, c'est qu'on a un débat face à nous à l'occasion de l'élection présidentielle. Je souhaite qu'on parle des questions, entre guillemets, sérieuses. Le social, la crise écologique, le rapport du GIEC, vous l'avez lu comme moi. La crise démocratique, s'interroger pour quelle raison 70% de nos concitoyens ne sont pas allés voter dernièrement. Comment on recrée ce lien de confiance ? Parce que moi, j'ai beaucoup de gens qui n'y croient plus. Comment ils veulent un autre rapport ? Je pense aux élus. Nous, on met comme proposition, vous savez, nos idées de 6e République. Non, mais c'est au cœur du sujet. C'est-à-dire que ça, ce sont... Vous me disiez, est-ce que c'est un sujet sérieux ? Oui. Ça, c'est le triptyque des sujets qui me semblent fondamentaux, les 3 sujets sur lesquels l'élection présidentielle, il me semblait que c'était votre question, doit avancer. Vu que vous voulez pas que je vous répète, et vous avez raison, ce que je disais tout à l'heure. Mais non, mais là, je suis d'accord. Là, il y a des choses qui sont, me semble-t-il, au cœur de sujets importants sur lesquels nous pouvons agir. J'ai une petite question, et il me semble du coup que c'est un sujet important pour vous. Vous l'évoquiez à l'instant. Oui. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont gagné beaucoup d'argent pendant la crise du Covid, qui ont, entre guillemets, profité de cette crise. Vous n'êtes pas le seul à le dire. Il y a pas mal de gens qui le disent à gauche. Est-ce qu'il faut créer une taxe spécifique après cette crise? Oui, notamment, nous, on propose... Une taxe Covid pour... dans notre loi d'urgence, en fonction des bénéfices qui ont été faits pendant la crise. Nous pensons clairement que dans la mesure où on a demandé à tous les Français de faire un effort à l'occasion de cette période de crise, le même effort doit être demandé à ceux qui ont fait des profits plus importants que d'ordinaire. Donc nous sommes pour que l'ensemble des profits qui ont été réalisés par ces grands groupes à l'occasion de cette période de crise, ce soit une année blanche, de la même façon que pour beaucoup de petits commerçants, ça a été également le cas, et que l'ensemble, on estime, vous savez, il y a 53 milliards qui ont été reversés aux dividendes aux actionnaires de manière un peu inattendue, on peut les remettre effectivement dans une action publique beaucoup plus efficace, notamment pour lutter contre le chômage. Nous avons des propositions de garantie d'emploi, notamment sur le métier du lien, réinvestir notamment en direction de la jeunesse, donc vous avez bien perçu notamment que notre jeunesse étudiante, mais pas seulement, est en difficulté. Effectivement, nous sommes pour ces mesures énergiques, ce qu'on appelle nos lois d'urgence sociale portées notamment par Jean-Luc Mélenchon. Vous avez, pas vous, mais Jean-Luc Mélenchon a choisi de débattre avec Éric Zemmour. Alors, on va voir le résultat. On a comparé les sondages avant et après
ce débat. Donc, lui, Jean-Luc Mélenchon était à 9, puis à 8, puis à 7. Et Éric Zemmour, pendant ce temps-là, est passé de 7, puis à 9, puis à 12. Je précise que ce sondage, IFOP 12, plutôt celui qui le donne le plus faible en ce moment, puisque dans les autres enquêtes, il oscille entre 12 et 15. Est-ce que vous trouvez que vous avez réussi votre coup ? Oui, parce que moi je vais pas. Vous savez, les sondages, il y en a des bons, il y en a des mauvais. Évidemment, vous montrez le mauvais. Après, vous dites non, mais il y en a un bon. Donc il y a celui Jean-Luc Mélenchon est à 13%. Oui, mais moi, j'ai pas envie de rentrer dans ce débat et de sauter à la corde. Je dirais, est-ce qu'il y a le bon et le mauvais sondage ? Premièrement, je dis aux nos concitoyens, je réponds premièrement à votre question. Oui, je pense qu'il fallait apporter une réponse politique. Après, chacun d'apprécier si elle était de qualité dans ce qu'a fait Jean-Luc Mélenchon. Politique aux idées de monsieur Éric Zemmour. À savoir que dans notre pays, je rappelle que ce monsieur dit qu'il faudra demander aux musulmans de choisir entre l'islam et la France. Rien que ça. Ou par exemple de considérer que même comme le choix du prénom que vous donnez à vos enfants, eh bien vous ne pourrez pas choisir, etc., etc. Qui sont des éléments dans un pays déjà extrêmement tendu, qui sont des éléments de fracturation encore plus fort et d'affrontement de ce que nous appelons une guerre civile. Ça, c'est. Cela n'empêche pas de progresser. Enfin, le fait que vous ayez porté la contradiction. Ça n'empêche pas. Très bien. Pour peut-être s'interroger. Parce que Mélenchon est responsable de tout, que peut-être aussi l'incroyable battage médiatique autour de la candidature de M. Zemmour a peut-être aussi une responsabilité. Nous combattons, nous avançons des idées. Vous savez, spontanément, parfois, des gens n'arrivent pas à trouver aussi toujours la réponse. Est-ce que c'est l'immigré le responsable de la crise ? Est-ce que c'est le musulman qui est responsable des délocalisations ? Je peux vous reprendre sur le battage médiatique ? Pardon ? Puis-je vous reprendre sur le battage médiatique ? Prenez-moi sur tout ce que vous voulez. Vous reprendre, vous proposez un argument. Là où vraiment Éric Zemmour a eu une tribune, c'est lors de ce débat, puisqu'il a fait 4 millions de téléspectateurs, qui est infiniment plus que tout ce qu'il fait nulle part ailleurs. Et je vous parle pas d'ici, puisque sur les antennes de France Télévisions, il ne vient pas. Si vous voulez me vendre le fait que c'est la faute à celui qui se dresse face à l'extrême droite, extrêmement pour laquelle il augmente, je ne partage pas cette opinion, je vous laisse libre de ça. Le battage médiatique, les journalistes en sont responsables, Jean-Luc Mélenchon aussi. Non, Jean-Luc Mélenchon, il cherche à apporter une réponse républicaine, sociale, conforme à notre histoire, à des idées d'extrême droite qui aussi, hélas, font partie de notre histoire. D'accord. Deuxièmement, j'invite nos concitoyens, parce que vous avez montré en sondage, à voter en fonction de leur opinion. Moi, ce que je crains aujourd'hui, et je vais à nouveau parler du service public d'un homme que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle Laurent Ruquier, l'autre soir, qui, dans un débat avec Jean-Luc Mélenchon, lui a dit quelque chose qui m'a interpellé. Il a dit à Jean-Luc Mélenchon, je suis d'accord avec ce que vous proposez, monsieur Mélenchon, mais comme j'ai peur d'un second tour entre Madame Le Pen et monsieur Zemmour, je vais peut-être voter Macron. Ce qui amène à ce que certains de nos concitoyens, j'espère que monsieur Ruquier m'en voudra pas, s'apprêtent peut-être à voter, non pas pour leur opinion et ce qu'ils croient bon pour le pays, mais en fonction de ce que leur disent les sondages. Donc je dis là qu'il y a un pouvoir d'injonction aujourd'hui des sondages qui est particulièrement antidémocratique. Et j'invite chacun à réfléchir là-dessus. À l'heure actuelle, ces sondages, on peut même les interroger sur leur méthodologie. Par exemple, celui que vous citez, il nous dit à la fois, à l'heure actuelle, il considère qu'il y aurait que 55% des gens qui iraient voter. Et parfois, des mêmes études, des mêmes instituts de sondage nous disent qu'en vérité, il y aura quand même une participation. Mais si c'est pour nous dire qu'il faut voter selon ses convictions, ça, je crois. Oui, non, mais c'est important. Non, mais c'est important parce que je mets en garde, y compris sur le fait qu'il y a un phénomène Zemmour, il y a un phénomène machin, où non, les gens ont la tête à l'envers, ne savent plus très bien à quoi s'en tirer et font des stratégies non plus en fonction de ce qu'ils croient bon pour leurs gamins, les études, ce qu'on disait tout à l'heure, leur emploi, mais en fonction de ce que leur disent les gens. Non, mais c'est important. Parce que dans ce cadre-là, moi, je pense qu'il y a quand même une responsabilité plus forte du point de vue, comme on est, de thématiques que l'on met dans le débat, de la manière dont on les traite, de les sondages. Mais il n'y a pas que vous dans ce pays. Rapidement, dans cette émission-là sur France 2 que vous évoquiez, Jean-Luc Mélenchon a exprimé aussi le souhait de débattre avec Emmanuel Macron. Tout à fait. Pourquoi ? Parce que nous pensons précisément par rapport au sujet de tout à l'heure. C'est pas un peu, pardon, pas prétentieux, mais on débat avec le président sortant s'il est là quand on est au second tour. Ah bon, mais c'est ce qui se passe. Mais non, mais c'est ce qui se passe. Le débat en face à face, le président. Mais ça ne date pas de lui. Non, mais c'est une vraie question. Aucun président, c'est une vraie question, n'a débattu avec des opposants. C'est un petit problème. C'est un petit problème. Peut-être. C'est un petit problème. Vous pensez qu'il faudrait. En monarchie présidentielle, il y a un candidat qui a des règles différentes, c'est qu'il peut faire des tournées. Il peut même aller, je prends l'exemple de Marseille, aller faire des promesses. Encore l'autre jour, pardon, je vais revenir sur ce que vous disiez. Je quitte Marseille, à savoir que il y a un gel des hausses, et puis à partir d'avril, et après on verra, sous-entendu, on verra pour la suite, et toute une série de promesses qui dépendent de son élection, de sa réélection. Donc il y a quelqu'un qui peut dérouler avec des moyens publics, faire des promesses après 2022, et les autres candidats, donc pardonnez-nous, peut-être que Macron ne voudra pas débattre, nous souhaiterions débattre avec celui qui est... Mais ça n'est jamais arrivé, c'est ce qu'on disait, mais bon. Vous savez le nombre de choses qui sont jamais arrivées. Sérieusement, dans l'expression de la radicalité contre le pouvoir, pourquoi
il y a plus de radicalité qui va vers l'extrême droite, vers la droite radicale, que vers la gauche radicale. Alors vous allez me dire, c'est les sondages, tout ce que vous voulez. Mais enfin, élection après élection, on se rend compte... Braunstein, il faut combattre sur le terrain des idées. Premièrement, de radicalité, ne font pas peur avec le mot, c'est aller à la racine des choses. Je pense qu'il y a des problèmes, il faut effectivement les traiter à la racine, sinon on les traite pas. Donc de ce point de vue-là, je suis radical en proposant des choses qui parfois sont assez basiques. Je le dis tout à l'heure, que les plus riches... Pourquoi la radicalité de droite attire plus que la radicalité de gauche? J'étais en train de vous répondre, d'accord? Deuxièmement, il y a des astuces qui sont organisées précisément pour qu'on n'aille pas au cœur du problème, à savoir le système économique. Mais effectivement, d'autres propositions de nos problèmes qui viennent notamment du fait qu'il y aurait trop d'étrangers, des gens de différentes confessions. Et cette thématique-là est extrêmement présente dans le débat public depuis des années. Mais par exemple, ce qui pourrait être intéressant, et c'était l'objectif de la discussion entre Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, peut-être que les gens l'ont pas assez vu, mais sur la question sociale, les mêmes qui soi-disant représentent le peuple, les mêmes qui soi-disant représentent la radicalité populaire, ce qu'incarne l'extrême droite. Quand vous les écoutez, monsieur Zemmour, lui, il est pour faire travailler les gens jusqu'à 64 ans. Ils le savent, les milieux populaires qui sont intéressés par M. Zemmour, que si vous votez pour lui, vous allez travailler plus longtemps. Quand M. Zemmour, on l'interroge sur le SMIC, par exemple, il n'est pas favorable à l'augmentation du SMIC. Mais Marine Le Pen dit l'inverse. Non, Marine Le Pen... pour la retraite à 60 ans. Marine Le Pen, elle n'est pas très claire sur tous ces sujets. Et si vous avez suivi, elle est en train de revenir sur beaucoup de propositions. Ce que je veux dire, c'est que bien souvent, il est arrivé dans l'histoire que toute une série de ruses, notamment qui visent effectivement à créer une diversion, à pas mettre la question sociale ou la question démocratique au cœur, amène à ce que des gens, c'est déjà arrivé dans l'histoire. Ah oui, mais moi, je suis un militant qui essaie de dire aux gens, les amis, vous avez des problèmes indiscutablement. Ce pays va mal. Indiscutablement, il y a de la violence sociale, de la violence tout court, etc. Mais c'est pas nous, en nous fracturant les milieux populaires, qu'on va régler le problème. Et c'est plutôt en essayant de mettre en place, de renouer avec notre vieux récit national, qui est celui de dire, dans ces moments-là, plus de démocratie, le peuple souverain, la Ve République, selon moi, ne donne pas assez de pouvoir aux citoyens pour contrôler les élus, que ceux pour lesquels on vote véritablement fassent ce qu'ils ont prévu, ou alors on les révoque, par exemple, un droit de contrôle des élus, ça créerait des cercles vertueux. Oui, c'est ça qu'on met au cœur du débat. Okay. Et j'aimerais, mais je vous en remercie, en plus on se taquine depuis le début, mais moi j'aimerais qu'on puisse discuter de ça et que les gens ne votent pas ou votent Mélenchon en fonction de ce que nous proposons. Oubliez Alexis Corbière, oubliez Jean-Luc Mélenchon, oubliez... Je vais me faire engueuler à l'oreillette, mais votre entreprise de séduire les fachos pas fâchés, comme une excellente formule... Les fâchés, pas fachos, pardon. Oui. Excellente formule de Jean-Luc Mélenchon. On s'adresse aux fâchés, pas fachos. Manifestement, ça ne fonctionne pas parce que vous n'en savez rien. Les fâchés, pour l'instant, ils restent pour parti fachos. Vous n'en savez rien. Pour l'instant, d'abord et avant tout, le premier comportement des milieux populaires d'un point de vue électoral, c'est l'abstention. D'accord? Moi, je discute, je fais du porte-à-porte. Non, mais vous savez, même les gens qui ont des idées racistes dans un premier temps, c'est pas vrai qu'ils se précipitent vers le vote Le Pen ou je sais pas quoi. Les gens, ils en ont ras-le-bol, ils sont en colère. Donc, on va essayer de renouer le fil d'une discussion dans le cadre de ce qu'on appelle une campagne électorale. Mais là où je suis en train de croiser le fer avec vous, c'est que moi, je ne veux pas que la campagne électorale, avant même qu'elle ait lieu, déjà, je me fasse clouer au mur en disant Corbière, ce que vous faites, c'est planté, ça ne sert à rien. D'ailleurs, je te montre un sondage, moralité, Mélenchon, tais-toi, et le seul problème, c'est la lutte contre l'extrême droite. Vous caricaturez pas un Gilles tout petit Braunstein, ce que je suis en train de vous dire, c'est que je ne veux pas que nous disions aux Français que le débat qui est en train d'avoir lieu, c'est Macron, Le Pen ou à la limite Zemmour. C'est la lessive qui lave blanc ou encore plus blanc avec Zemmour. Non, dans ce pays, rien n'est écrit. D'accord? Et d'abord, ce qu'il faut faire, c'est faire revenir des gens au vote. Tout à l'heure, je vous l'ai dit, 70% de nos concitoyens qui ne sont pas allés voter aux élections régionales, et à peu près le même chiffre aux élections municipales, c'est un pays qui est dans un état de turbulence politique terrible. Non, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai confiance dans le peuple français. Si j'arrive, peut-être que j'y arriverai pas. Toute une série de raisons. Mais à essayer, et ensemble on en a convenu, de mettre au cœur de la campagne qui vient pendant 7 mois, de discuter... Les sujets que vous avez listés tout à l'heure. Mais j'en ai pointé 3 et je le répète, le social, l'écologie, mais sérieusement, et la question démocratique, pour finir avec la Ve République, la monarchie présidentielle, la concentration de pouvoir sur un homme, et c'est quand même sur le président de la République. Bon, non, je relance pas parce que... Non, mais c'est intéressant comme discussion. Oui, c'est intéressant, mais cette question démocratique, manifestement, les masses populaires, ça ne les intéresse pas. Mais vous n'en savez rien. Vous n'en savez rien. Mais vous non plus. Moi, je fais campagne. Mais vous, ce qui vous permet de dire ça, c'est que vous avez un sondage. Ouais, j'ai pas l'impression que ça... Et ce qui vous permet de dire ça, c'est uniquement un sondage. D'abord, vous ne me montrez pas du doigt comme ça, on discute. J'ai pas l'impression que ça passionne les masses populaires. Non mais Gilles Braunstein, vous avez compris ce que je dis. Je crois qu'il a bien compris. Se fasse une opinion et pas se dire Mélenchon ça marche pas parce qu'un sondage m'a dit qu'il est à 7. J'en sais rien. Écoutez les propositions. Alors je peux vous poser une question très rapidement. Hyper rapidement. Si Éric Zemmour n'était pas aussi haut dans les sondages, Mélenchon ne serait pas allé débattre avec lui. Non, mais attendez, là où vous posez je cherche un peu. Mais c'est une vraie question. Honnêtement, si il y avait pas eu 3 semaines de matraquage médiatique autour de la candidature de Zemmour, Mélenchon n'aurait pas considéré utile d'aller s'opposer idéologiquement à Éric Zemmour.
D'accord. Donc c'est le matraquage médiatique, c'est oui, pas les sondages. Vous l'avez quand même remarqué. C'est pas les sondages. Non, mais le fait que c'était une réalité, qu'on vous dit on essaie toutes ces thématiques et que vous savez, les sondages les critiquent, mais ils fabriquent une opinion. Indiscutablement, ils fabriquent un paysage politique, ils forgent les consciences et ils amènent même, c'est pour ça que j'ai pris ce pauvre Laurent Ruquier, à ce que des gens se disent je vais pas voter en fonction de mes opinions. Vous savez, un système où les gens ne votent plus en fonction de leur opinion, mais en fonction de la stratégie. Faut qu'on avance, vous l'avez dit. Mais je sais pas ce qui vous permet de dire. Allons-y, cher ami. Ok, on va parler de complètement autre chose. On va retrouver René Coste, notre observateur citoyen. Bonsoir René, je rappelle que vous êtes retraité à Berlétan. J'espère que tout va bien chez vous parce que on a vu dans le journal les images que c'était la tempête, qu'il pleuvait beaucoup. J'espère que tout va bien. Je crois que vous vouliez évoquer les points communs de Bernard Tapie avec Jean-Luc Mélenchon, avec Alexis Corbière, qui vous écoute. Oui, bonsoir. Je vais mettre un peu de détente dans la soirée. Et rassurez-vous, c'est de la passion, comme en avait Bernard Tapie, c'est tout. Oui, exact. Oui, si c'est pour parler de Mélenchon et de Bernard Tapie, ça va surprendre beaucoup de gens, mais ils avaient de très grosses différences, mais ils avaient aussi beaucoup de points communs. Alors, je vais vite y aller parce que je vois que c'est pressé. Je dirais qu'ils étaient tous les deux d'origine modeste, mais surtout, ils n'avaient pas oublié d'où ils venaient. Ça, c'était une des premières de leur grande qualité. Ensuite, même si par leur fonction, ils ont été quelquefois arrogants envers les journalistes ou autres, ou à la limite du mépris, je ne pense pas que le mépris était inscrit dans leur ADN. Je l'ai pensé sincère. Également, au début de leur vie, ils ont mis les mains dans le cambouis. Et ça leur a beaucoup servi. Et aujourd'hui, ça manque à beaucoup de nos dirigeants, de nos politiciens, de ne pas avoir commencé comme ça. Ils aimaient les gens simples, ils respectaient le peuple, ils se battaient pour leur propre personne, mais aussi se battaient pour les autres. Je veux rappeler qu'en 1986, Tapie n'était pas très connu encore, il avait quand même créé une école pour les jeunes chômeurs, pour qu'ils deviennent commerciaux et autres, avec ses propres deniers. C'était quand même extraordinaire. C'est juste à l'époque où il a pris l'OM. Après, donc, il n'était pas célèbre. Ils ont lutté contre les inégalités et contre le racisme. Ils ont lutté tous les deux contre l'extrême droite, et ils ont été tous les deux députés à Marseille. Et lequel a le plus de talent des deux ? Alors, si vous parlez de politique, vu l'expérience que Tapie a faite dans la politique, je dirais que Mélenchon, il dure depuis plus longtemps, donc il était plus doué. Après, Tapie, il était beaucoup plus fun et il touchait tellement à deux sujets. Je ne vois pas Mélenchon en train de mettre un jogging et d'aller danser et faire de la gym sur un plateau ou chanter. Mais chacun son métier. Mélenchon, c'est un politicien et Tapie, c'était l'homme aux mille visages, comme vous dites. Mais je veux dire aussi quelque chose de leur point commun. Rapidement, René, s'il vous plaît. Ça va faire plaisir à M. Corbière, là. Ils ont lutté tous les deux et fortement contre le libéralisme et l'ultralibéralisme. Ils ont lutté contre un cancer. Alors, Bernard Tapie, à la fin de sa vie, malheureusement, il a lutté contre un cancer où il a perdu, mais ils ont lutté contre un cancer de la société qui s'appelle ultralibéralisme et qui est en train de la tuer, notre société. Ouais. C'était vraiment pour faire plaisir à Alexis Corbière. Merci René, on va demander à Alexis Corbière ce qu'il pense de tout ça. Je n'ai pas dit ça pour faire plaisir. Non, mais on vous taquine. Je savais que ça allait lui faire plaisir, mais je ne suis pas là. On doit laisser Alexis Corbière répondre parce qu'il n'y a plus beaucoup de temps. Non, mais je ne sais pas s'il y a matière à réponse parce que ce que dit René est poignant. Vous pouvez le regarder dans la caméra. Il est là. Moi, il y a une chanson de Brassens qui dit on pardonne à tous ceux qui nous ont offensés. Les morts sont tous des braves types. D'abord, moi, j'ai pas envie de commenter. Il vient de mourir, il y a sa famille, c'est machin. Bon, c'est un personnage. Moi, j'ai 50 ans, Tapie, quand j'étais môme, ça me rappelle ma jeunesse. Mais il vous a fasciné à un moment. Non, mais il y avait un côté fascinant chez lui. Ce type est fascinant. C'est un personnage. Moi, j'adore les films de Scorsese. C'est un voyou de Scorsese, quoi. Magnifique. On a envie d'être son ami. Bon. Et en même temps, donc, il y a ce personnage fascinant, hors du commun, indiscutablement hors du commun. Ou alors, je repense aussi, son interview avec Monsieur Delahousse à la fin. Franchement, moi, j'ai les larmes aux yeux. Ouais, le type, bon, ça laisse pas indifférent. Après, René, mais j'ai pas envie d'en dire du mal plus que ça. J'oublie pas aussi que c'est un type, vraiment pas, je crois. Là, on a un désaccord sur, c'est le personnage emblématique d'une époque
où on fait de l'argent facile et tout est possible, on rachète des boîtes pour €1 symbolique, on fait croire aux salariés qu'on va faire repartir, puis en fait on dégraisse et on fait du pognon. Bon, il a fait beaucoup de mal idéologiquement. Il a eu le courage d'aller affronter le Front National avec un panache. Moi, je relisais dans la presse, en allant même dans les meetings, les provoquer, etc., etc. Bon, tout ça, c'est pas mal. Mais bon, intellectuellement, moi, je crois pas que politiquement, il reste le tapisme. Ça n'existe pas. Il y a un personnage qui a marqué son temps, indiscutablement. Mais moi, ce qui m'anime, ce qui me meut, comme dirait l'autre, c'est vraiment pas ça. C'est l'inverse. Je crois que cet homme, en vérité, derrière le côté flamboyant, nous a éblouis, mais a fait du mal quand même. Est-ce que c'était pas d'une certaine manière un populiste de gauche ? Mais le problème, si vous voulez, c'est que le populisme, c'est une stratégie politique, c'est le peuple contre les élites, et en vérité, Bernard Tapie était la représentation d'une élite. C'est un homme qui a accumulé beaucoup de richesses, c'est un homme qui jonglait entre les milieux d'élite, qui a adoré Mitterrand quand Mitterrand était président de la République, puis a adoré Nicolas Sarkozy quand il a été élu. Mais j'ai pas envie d'en dire plus que ça du mal. Je dirais, voilà, c'est la vie. Chacun aura compris que ce qu'a représenté Bernard Tapie, cet argent facile, la réussite individuelle, etc. Mais en même temps, comme l'a dit René, il y avait ce côté populaire chez lui. Populiste, je sais pas, parce que... Mais populaire. Mais populaire, c'est-à-dire que... Et je crois que surtout, c'est un homme qui ne supportait pas le racisme et qui pensait, même dans sa logique de réussite individuelle, que quel que soit d'où tu viens, quelle que soit la couleur de ta peau, eh bien, tu dois pouvoir réussir. Il y a aucune barrière. C'est pas si éloigné de vous, ça. Non, mais bon, en fait, oui, de ce point de vue-là, si vous voulez. Mais moi, je crois pas à la réussite. Je crois que la réussite individuelle, elle doit toujours avoir pour vision, comme champ de vision, le fait que il n'y a pas de réussite individuelle en dehors aussi d'une réussite collective. Compris. Mais je comprends. Je veux dire, même si on est pour que chacun s'émancipe individuellement, mais moi, je m'épanouis pas dans un océan de malheur. Je crois que personne ne réussit. C'est pour ça que j'ai commencé par la pauvreté tout à l'heure. C'est non seulement terrible pour des millions de nos concitoyens, mais même moi, ça m'insupporte. Peut-être que Tapie aussi avait ce côté, d'ailleurs, qui supportait pas ça. Mais c'était quand même un modèle de, dis donc, Coco, tous les moyens sont bons pour réussir. Bon, on l'a vu. Moi, je crois pas que tous les moyens soient bons pour réussir. Ok. Merci beaucoup René, c'était un échange intéressant sur la personnalité de Bernard Tapie. Un mot sur les Pandora Papers, puisque Le Monde cache investigation de notre groupe et 150 médias révèlent que de nombreux responsables politiques, milliardaires, voire des chefs d'État se sont livrés à de l'optimisation fiscale. Quel commentaire ça appelle en vous ? Alors c'est le cœur du sujet, c'est la même question que tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui dans une situation, on le sait, je n'aurais pas la cruauté, enfin si je veux le souligner, on avait un président de la République, j'ai déjà rappelé son nom tout à l'heure, Nicolas Sarkozy, qui nous disait il y a même pas 10 ans que les paradis fiscaux c'était terminé. Et on s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a 11 300 milliards de dollars dans le monde qui échappent à tout contrôle public et qui font c'est cette évasion fiscale. Donc c'est quelque chose. Optimisation. Oui, non, mais arrêtez. C'est-à-dire qu'à un moment donné, par l'intermédiaire de paradis, voilà. Il faut arrêter de jouer. Alors si c'est un jeu, faut arrêter ce jeu, parce que la France, ça lui coûte entre 80 et 100 milliards d'euros, avec lequel on pourrait faire des choses tout à fait intéressante si on les mobilisait pour lutter contre la pauvreté dont je parlais tout à l'heure. Et on pourrait s'interroger pour quelle raison il y a 4000, si je dis pas de bêtises, agents du fisc pour lutter contre la fraude sociale dont on nous parle souvent, mais seulement 950 agents pour lutter contre cette fraude et évasion fiscale. Alors comment on fait ? On sait bien, on peut. Vous savez, mon collègue Hugo Bernalici a fait un rapport parlementaire avec notre député d'ailleurs de la majorité, monsieur Jacques Maire, une quarantaine de propositions pour lutter contre la fraude et l'évasion fiscale. Obliger les entreprises à dire où est-ce qu'elles ont éventuellement des antennes dans ces paradis fiscaux. Vous avez beaucoup de nos groupes et la quasi-totalité d'ailleurs des groupes français du CAC 40, nos banques qui ont des antennes dans ces paradis fiscaux. Obliger au niveau de l'Union européenne que la liste des paradis fiscaux soit véritablement fixée. Alors que vous savez que l'Union européenne c'est quasiment un gag. Elle considère qu'en Europe il y aurait aucun lieu de paradis fiscal. Je rappelle juste que le Luxembourg par exemple est quand même un lieu de blanchiment d'argent et on pourrait aussi parler d'autres pays au sein de l'Union européenne. Bref, c'est une question qu'il faut prendre à bras-le-corps. J'espère que le travail qui a été fait par vos confrères, enfin, non pas seulement de nous indigner, mais entraîner des décisions politiques. Pour ce qui est de Jean-Luc Mélenchon, s'il était en responsabilité, et ça fait une nouvelle différence sans doute avec M. Zemmour, dont on a beaucoup parlé, c'est que lui luttera contre la fraude et l'évasion fiscale, parce que ça coûte beaucoup plus cher, effectivement, et ça a beaucoup plus de conséquences que de s'en prendre aux travailleurs immigrés qui, demain matin, vont se lever très tôt pour effectivement aller travailler pour notre pays. Mais il faut avoir plus de courage que de s'en prendre effectivement aux ceux qui
mettent leur argent dans les paradis fiscaux. Je m'indigne au passage de retrouver des gens comme Dominique Strauss-Kahn, etc., que certains adoraient un peu. Alors, il nous reste 4 minutes pour 2 thèmes. Je voudrais qu'on parle très brièvement 2 minutes de nucléaire. Emmanuel Macron s'apprête à prendre des décisions concernant le nucléaire, justement, et à annoncer, dit-on, 6 nouveaux petits EPR, ça s'appelle des SMR, moins coûteux, plus vite mis en service. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que la France peut tourner le dos à une énergie qui est relativement abordable et surtout qui est décarbonée? Nous, on est attaché à ce qui s'appelle le scénario négawatt. C'est-à-dire, beaucoup de scientifiques ont considéré qu'il est possible d'aller vers une énergie 100% renouvelable d'ici 2050. Oui, c'est un collectif d'ONG, de scientifiques, etc. C'est ce qui constitue la matrice du programme de Jean-Luc Mélenchon, aller vers une énergie 100% renouvelable d'ici 2050. Ça passe notamment par le fait qu'après, concernant le nucléaire, après avoir considéré que le nucléaire a assuré à une époque pas tout à fait notre indépendance énergétique, j'en dirais 2 mots, mais du moins nous a mis en situation de leader pendant des décennies. Mais aujourd'hui, il faut aller vite, vous avez 1 minute. Aujourd'hui, il faut sortir du nucléaire parce que nous avons un problème notamment qui sont les déchets dont nous ne savons que faire. Et donc c'est plus urgent de sortir du nucléaire que de sortir du carbone. Notre parc de centrales nucléaires aujourd'hui est dans un état qui mérite de faire un choix qu'on appelle le grand carénage. Est-ce qu'on réinvestit plus de 100 milliards, éventuellement 150 milliards pour les remettre en situation de pouvoir aborder la prochaine décennie? Est-ce que cet investissement, on le met à nouveau dans le nucléaire? Et les SMR se situent dans cette logique-là. Par ailleurs, contrairement à ce que vous disiez, les SMR ne sont pas immédiatement disponibles avant 2040. Non. Avant 2040, on n'arrivera pas à les mettre en place. Deuxièmement, ça nécessite et exige un investissement massif pour les mettre en place. C'est-à-dire que ça reste dans la même logique que précédemment. C'est-à-dire, on continue le nucléaire. Et je veux souligner le fait qu'il n'y a pas d'indépendance énergétique dans le nucléaire parce qu'on a besoin d'uranium. L'uranium, nous ne l'avons pas en France. Et que notamment, l'uranium, on va souvent le chercher dans des pays aujourd'hui où nous intervenons militairement. Donc il y a toujours un lien entre notre situation géopolitique et là parfois où nos armées interviennent et le fait que nous avons besoin de cet uranium pour faire fonctionner nos centrales nucléaires. Donc ayons un grand projet pour le pays, c'est ce que nous proposons. C'est pas simple, c'est pas un claquement de doigts évidemment, mais d'aller vers des énergies renouvelables, énergie maritime, éolienne, solaire, etc. Donc s'il y a un grand choix politique du point de vue public à faire, ça n'est pas dans le développement des SMR ou de l'investissement de plusieurs, j'ai évoqué 100 milliards dans le grand carénage de nos centrales nucléaires, mais plutôt d'aller tranquillement vers la sortie pour aller vers 100% d'énergie renouvelable. Il nous reste 1 minute, je crois. On a animé avec Alexandra un débat sur la chasse, passionné et passionnel sur la chasse. Est-ce que vous êtes pour ou l'interdiction de la chasse ou pas? Ça sera un thème de l'élection présidentielle. Sans doute. Nous sommes intervenus à l'Assemblée nationale pour l'interdiction des chasses à court, ce qu'on appelle la grande vénerie, la chasse à la glu. Ça c'est fait. Oui, mais d'accord, c'est fait. Il fallait mener cette bagarre. Non, mais nous sommes pour également. Mon collègue Bastien Lachaud a déposé un projet de loi qui interdit notamment la chasse les week-ends et lors des vacances, afin qu'il n'y ait pas ces drames qui se reproduisent et que la chasse soit plus réglementée. Moi, je pense qu'il faut aller vers une réglementation plus importante de la chasse. J'ai entendu votre débat tout à l'heure. Ça nécessite, une subtilité, parce que la chasse aussi peut jouer un rôle, c'est ce que j'ai appris notamment à l'occasion du débat, dans la régulation de certains animaux, mais indiscutablement aujourd'hui, il y a une pratique de la chasse qui n'est pas assez réglementée, et nous proposons notamment cette proposition que je viens d'évoquer, sur le fait que dans certaines périodes, à l'occasion de vacances, etc. Voilà, pour ne pas risquer les accidents de chasse. Notamment, oui. Compris. Merci beaucoup. Mais c'est un sujet... D'abord, l'urgence sociale, je dirais, nous divisons pas sur ce sujet-là, même s'il faut en discuter et nous pourtant décider. Mais c'est pour beaucoup de gens, c'est pas anecdotique. Moi, ce que je trouve bien, je vais vous dire, parce que moi aussi là-dessus, j'ai évolué, c'est le fait de considérer comme l'animal comme un être sensible. Et notamment proposition de Jean-Luc Mélenchon. Oui, et notamment de s'interroger aussi sur la manière dont il y a aujourd'hui une agriculture assez intensive et dont beaucoup d'animaux que nous consommons sont parqués dans des conditions absolument détestables. Et beaucoup de vidéos, tout un travail, vous l'avez montré tout à l'heure de votre sujet, moi me semble intéressant, et je le dis parce qu'à titre personnel, sur ces sujets-là, moi j'ai beaucoup évolué. Il faut effectivement s'interroger pour aller vers moins d'alimentation carnée, sans aucun doute, et ne plus tolérer ces fermes de 1000 vaches et la condition dans laquelle des animaux, parce que c'est absolument terrible. Et là-dessus, c'est plutôt sain que notre société aussi discute de ça. S'empare de ce débat. Merci beaucoup, Alexis. Merci à vous. Merci beaucoup.